Qualifié d'historique sur le nucléaire iranien à Vienne, pour Obama, c'est un bon accord qui empêchera l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Mais Israël parle ce soir d'erreurs historiques et ne se sont pas liés par cet accord. Les cérémonies du 14 juillet en France, François Hollande refuse de parler de sa candidature en 2017, mais il conforte déjà Manuel Valls comme Premier ministre jusqu'à cette échéance. La Grèce, après l'accord avec l'Europe, les blocs sont restés fermés aujourd'hui et Tsipras doit convaincre sa majorité politique qui conteste les réformes imposées, réformes qui seront examinées dès ce soir au Parlement. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous, vous l'avez suivi en direct toute la journée sur notre chaîne sur i24 News. C'est donc la fin d'un long, interminable feuilleton, 12 ans de crise internationale liée au dossier du nucléaire iranien et surtout plus de 3 semaines de négociations à l'arraché à Vienne entre diplomates, nuit et jour parfois. Et d'ailleurs, c'est la nuit dernière que cet accord a enfin abouti, accord donc sur le nucléaire iranien qu'on va détailler tout de suite car il contient de nombreux points entre levée des sanctions et contrôle des activités nucléaires iraniennes. Julien Baloul. Depuis les premières heures de la matinée, l'info passe en boucle dans les médias du monde. Un accord a été trouvé entre l'Iran et les 5+1. Depuis, les réactions de joie ou les critiques se sont multipliées. Mais que prévoit réellement cet accord? Tout d'abord, limiter l'enrichissement d'uranium. L'Iran ne pourra enrichir l'uranium qu'à 3,67% pendant 15 ans et ne pourra stocker que 300 kg d'uranium sur son territoire. Le nombre de centrifugeuses passera de 19 000 à 5 060 et seuls les modèles les plus anciens pourront être utilisés. Les centrifugeuses en excès seront stockées sous scellé de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le but de cette clause est de donner du temps à l'Occident pour réagir si l'Iran décide de produire une bombe atomique. Deuxième chapitre de l'accord, la limitation de la production de plutonium. Comme l'uranium, le plutonium est une matière fissible qui peut être utilisée pour fabriquer une bombe atomique. L'Iran s'est engagé à transformer son réacteur de la centrale à eau lourde d'Arak pour ne pas produire du plutonium à vocation militaire. Par ailleurs, Téhéran ne pourra pas construire d'autres réacteurs à eau lourde pendant 15 ans. Troisième décision phare, l'une des plus problématiques pour Téhéran, le renforcement des inspections. L'Agence internationale de l'énergie atomique aura le droit de contrôler pendant 25 ans le parc iranien de centrifugeuses et pendant 25 ans la production de concentré d'uranium. En revanche, l'accès aux sites militaires iraniens ne sera garanti aux inspecteurs seulement sous certaines conditions et au terme de discussions avec Téhéran et les 5+1. Quatrième volet, la levée des sanctions. Il s'agissait de la principale exigence iranienne. Le pays est frappé depuis plusieurs années par des sanctions économiques votées par l'Union européenne, les États-Unis et l'ONU. Elles seront levées petit à petit dès 2016. En cas de violation de l'accord de Vienne par Téhéran, dans les 10 prochaines années, les sanctions seront réintroduites. Dernier point, l'embargo sur les armes qui reste en vigueur. Les sanctions relatives aux missiles balistiques et aux importations d'armes offensives sont maintenues et le transfert de certaines armes lourdes depuis et vers l'Iran reste interdit pendant 5 ans. 5 volets signés à Vienne et 2 manières de les interpréter. Un accord historique pour la plus grande partie de la communauté internationale, une erreur historique pour Israël. Alors, réaction, vous l'entendrez très vive de Benyamin Netanyahou aujourd'hui. D'ailleurs, 2 interventions du Premier ministre israélien. Mais on va tout de suite appeler, depuis Jérusalem, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, Emmanuel Nachshon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand Netanyahou dit ce soir qu'Israël ne se sent pas lié par cet accord, est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui ignorer ce qui s'est passé à Vienne? Est-ce qu'Israël peut faire comme si ça n'existait pas? Non, je crois qu'on ne peut pas l'ignorer, ça serait une erreur de l'ignorer. Mais d'un autre côté, Israël n'a pas fait partie des négociations et n'a pas signé cet accord. Et je crois que ce que M. Netanyahou a dit de la manière la plus claire possible, c'est qu'Israël, en fait, est la seule responsable de sa propre sécurité et de la sécurité de ses citoyens. Et nous ferons tout le nécessaire pour que, malgré cet accord, la sécurité des citoyens de l'État d'Israël ne soit pas atteinte. Quand vous dites faire tout le nécessaire, évidemment, on pense à une option militaire. Est-ce qu'elle est encore envisageable aujourd'hui pour Israël ? Alors, Israël a toujours fait très attention de ne pas donner trop de détails ou d'informations sur les différentes options. Ce que nous avons dit et ce que nous continuons à dire, c'est que toutes les options sont sur la table.
et que de toute manière les décisions seront prises ici en Israël de manière responsable pour protéger la population israélienne. Alors Emmanuel Narchon, quand on regarde quand même cet accord, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux mécanismes de contrôle qui ont été mis en place, que l'Iran va quand même réduire fortement ses capacités d'enrichissement, le nombre de centrifugeuses. En tout cas, Barack Obama dit lui aujourd'hui que clairement, pour lui, il est impossible que l'Iran se dote de l'arme nucléaire dans les 10 ans qui viennent. Pourquoi ne pas le croire? Emmanuel Narchon? Qui est indigne de confiance. Et je crois que c'est ça le grand problème, c'est que et cette période de 10 ans, il faut le dire aussi, c'est une période qui est relativement courte, et au bout de ces 10 ans, en fait, nous nous retrouverons exactement dans la même situation, avec un Iran qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus riche, et en attendant, pendant 10 ans, il y aura une course d'armement dans toute la région. Donc en fait, au lieu de créer un vecteur ou une plateforme de stabilité, je crois que cet accord fait exactement le contraire, et il augmente l'élément d'instabilité régionale. Bon, on a vu que l'Arabie Saoudite est le seul pays avec Israël, hein, justement, à se méfier et à dénoncer ce qui s'est passé aujourd'hui à Vienne. Ça peut-être peut renforcer l'axe qui est peut-être en train de se créer entre Riyad et Jérusalem? Mais je crois qu'il y a certainement une convergence d'intérêts entre plusieurs pays de la région, et notamment entre Israël et l'Arabie Saoudite. Nous faisons face à un danger commun et nous privilégions, et Israël et l'Arabie Saoudite, nous privilégions la stabilité, et nous espérons que cet accord ne sera pas une cause, en fait, la cause d'une très très grande instabilité régionale. Merci Emmanuel Narchon pour cette réaction en direct. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Daniel Haïk, bonsoir. Bonsoir. Analyste politique. Voilà pour la réaction, on va dire, dans le monde d'Israël. Ce qu'on constate ici, en tout cas, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de réactions depuis ce matin, c'est qu'il y a une sorte d'unité de façade, en tout cas de la classe politique israélienne. Oui, alors c'est très intéressant. Benjamin Netanyahou a très vivement réagi donc à la signature, à la conclusion de cet accord. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la Knesset, aujourd'hui, on a vu la réaction aussi très ferme de Tzipi Livni et d'Yitzhak Herzog, les chefs du camp sioniste. Et on les a entendus dire, d'abord, Yitzhak Herzog s'est entretenu au téléphone avec Benjamin Netanyahou et il lui a expliqué qu'il mettait de côté leurs divergences de vues, qu'il débattrait ensuite de leurs différences d'approche concernant le dossier iranien, mais que pour l'instant, face à la menace sécuritaire que représentait cet accord, eh bien, ils allaient faire front commun. Et ça, c'est très important parce que quelque part, Benjamin Netanyahou, on le sait, s'il a des perspectives, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Israël? Comment Israël va réagir à cet accord? Eh bien, si Benjamin Netanyahou entend tout de même essayer d'influer le Congrès américain et de vérifier si le Congrès américain n'est pas capable, si certains députés, membres du Congrès américain démocrates, sont tangibles et hésitent, sont indécis concernant cet accord et puis peuvent voter contre l'accord, quitte même à le faire chuter et donc à désavouer leur propre président, eh bien, il est possible que Benjamin Netanyahou cède la place à Yitzhak Herzog, à Tzipi Livni, qui ont une expérience, on va dire, en matière diplomatique et qui surtout ont une crédibilité bien plus forte auprès des élus démocrates au sein du Congrès américain que Benjamin Netanyahou lui-même. Benjamin Netanyahou, on le sait, est quelque peu, on va dire, entre guillemets, brûlé auprès de certains élus démocrates aux États-Unis, mais par contre, Yitzhak Herzog ou Tzipi Livni pourraient aller porter l'inquiétude d'Israël auprès de ces députés, de ces membres du Congrès, pour essayer de les persuader de ne pas valider cet accord en septembre prochain. Alors on sait que Obama et Netanyahou se sont parlé il y a quelques minutes, donc évidemment pour évoquer cet accord. Concrètement, que peut faire Israël à part tenter évidemment d'obstruer peut-être le vote au Congrès? Il n'y a pas d'autre vraiment solution pour Israël. D'abord, cette discussion, cette conversation téléphonique entre Obama et Netanyahou, je suppose qu'elle n'a pas été particulièrement cordiale, mais que c'est une conversation que Obama se devait de faire justement par rapport à ces députés, à ces élus démocrates qui sont indécis, pour essayer de calmer un peu les esprits, parce qu'au Congrès, pour l'instant, la majorité républicaine est extrêmement critique envers l'accord, considère que c'est un accord de reddition de la part des États-Unis, et Barack Obama ne veut surtout pas que cela puisse déteindre auprès des élus démocrates. Donc il veut essayer de calmer les esprits. Il appelle Benjamin Netanyahou pour essayer de le rassurer, comme il a appelé le roi Salman pour essayer de le rassurer aussi en Arabie Saoudite. Mais cela ne va pas plus loin de ce point de vue que cette tentative de calmer les esprits de la part de Barack Obama.
Merci Daniel Haïk. Donc, et puis on sait que cet accord sera aussi jugé sur sa durée, 10 ou 15 ans. C'est en tout cas le sentiment qu'avait donné aujourd'hui Barack Obama lors de son intervention. Les diplomates dans leur ensemble ont d'ailleurs salué la conclusion de cet accord à Vienne. Tour d'horizon, des réactions justement avec Léa Volbert. Pour eux, c'est indéniablement une victoire. Depuis la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, les dirigeants impliqués dans les négociations se félicitent de l'aboutissement de ces longues heures de tractation. Ce que nous annonçons aujourd'hui n'est pas seulement un accord. C'est un accord qui profite aux deux parties et à la communauté internationale. Cet accord ouvre la porte sur de nouvelles possibilités ainsi qu'un chemin vers une fin de crise qui a duré plus de 10 ans. Le texte doit encore être soumis au Congrès américain la semaine prochaine. Après l'accord cadre conclu le 2 avril dernier avec Téhéran, les parlementaires américains s'étaient réservé le droit de revoir le texte après sa signature. Mais Barack Obama a d'ores et déjà prévenu, si le Congrès venait à s'opposer à l'accord, le président américain poserait son veto. Cet accord prouve que la démocratie américaine peut apporter un réel changement. Un changement qui rend le monde plus sûr. Cet accord respecte la ligne de conduite des États-Unis. Il y a 50 ans, le président Kennedy a dit aux Américains « Ne négocions jamais dans la peur, mais n'ayons jamais peur de négocier ». Il parlait alors de la nécessité de négocier avec l'ex-URSS pour éviter la prolifération de l'arme nucléaire. Le président Hassan Rouhani a quant à lui salué les nouveaux horizons qui s'offrent désormais à l'Iran. Il a rappelé, une fois de plus, que l'Iran ne cherchera jamais à avoir l'arme nucléaire et se réjouit de l'investissement constructif des grandes puissances. C'est la résistance de notre peuple et notre opposition qui ont ramené les négociations du bon côté et ce, de la meilleure façon. Après ces négociations et après avoir atteint un juste et équitable accord, nous pouvons dire que nous avons protégé les intérêts de notre pays. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, déplore une erreur historique, tout comme l'Arabie saoudite qui redoute de voir s'accentuer l'hégémonie de l'Iran sur la région. Un responsable des Émirats arabes unis a quant à lui déclaré que cet accord pourrait être l'occasion d'ouvrir une nouvelle page entre les pays de la région du Golfe. Voilà pour les réactions dans le monde à cet accord. Donc le monde qui réagit. On parle d'accord historique aussi, Daniel Haïk, ce soir. Oui, on parle d'accord historique, mais Benyamin Netanyahou parle aussi d'erreur historique. Alors lorsqu'on parle d'histoire, il faut se référer à cette histoire. Et l'histoire a prouvé au cours du dernier siècle, ne serait-ce qu'au cours des 100 dernières années, que lorsqu'il y avait des accords internationaux entre des puissances occidentales, démocratiques et des puissances dictatoriales, ces accords étaient absolument toujours violées par les puissances dictatoriales et parce qu'elles percevaient une forme de faiblesse de la part des puissances occidentales. Ça a été le cas le plus célèbre était à Munich en 1938. Ça a été aussi le cas plus récemment avec les accords avec la Corée du Nord, entre les États-Unis et la Corée du Nord. À chaque fois, les accords ont été violés. Il n'y a pas de raison que ce soit différent dans le cas précis. Et lorsque l'on entend Rouhani dire que l'Iran n'a pas l'intention d'avoir une arme nucléaire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui le croient aujourd'hui. Alors les Iraniens, justement, eux, ils saluent, en tout cas, le peuple iranien salue évidemment la conclusion de cet accord, car cela va permettre au pays de respirer économiquement. Les Iraniens attendent en effet avec impatience la levée des sanctions économiques promises par cet accord. Maël Benoliel. Cela vient de tomber, édition spéciale, accord trouvé entre le groupe des 5+1 et l'Iran depuis Vienne. L'Iran vient d'être officiellement reconnu comme puissance nucléaire qui pourra se doter d'une chaîne du combustible nucléaire et qui sera capable d'enrichir de l'uranium. C'est dans ces termes que le présentateur de la télévision iranienne en anglais a annoncé la nouvelle. Après plusieurs semaines de négociations dans la capitale autrichienne et plusieurs années de sanctions internationales, l'Iran peut désormais jubiler. Dans les rues de Téhéran, la nouvelle enchante les Iraniens. Après toutes ces années, le peuple iranien est heureux car nous avons traversé beaucoup de difficultés ces dernières années. Je suis heureuse et je pense que c'est le cas de tout le monde aujourd'hui.
C'est vraiment un grand soulagement de savoir que ces sanctions qui ont mis beaucoup de pression sur notre pays vont être levées. Une levée des sanctions progressive, synonyme à terme de normalisation des relations économiques et diplomatiques de l'Iran avec la communauté internationale. Téhéran, de son côté, s'engage à réduire ses capacités nucléaires et à laisser les inspecteurs de l'AIEA procéder à des inspections poussées. J'aurais souhaité que cet accord arrive plus tôt, comme ça nous n'aurions pas eu à traverser toutes ces difficultés. C'était crucial pour l'économie du pays, surtout en ce moment. L'économie et le peuple iranien avaient beaucoup de mal. Cet accord va nous relancer sur les marchés internationaux. Tout le monde était dans l'attente du dénouement. Maintenant, nous pouvons reprendre notre travail normalement et vivre nos vies sans souci. Si la République islamique respecte ses premiers engagements, les premières sanctions devraient être levées à partir du premier semestre 2016. Mais si l'Iran ne respectait pas les termes de l'accord, les sanctions seraient alors rétablies sur le champ. Et on va maintenant rejoindre à New York notre correspondant David Benaïm. Bonsoir David. Alors, Barack Obama, qui s'est exprimé très tôt pour vous ce matin, eh bien, a qualifié cet accord de bon accord. Oui, non seulement il a dit que c'était un bon accord, mais le seul accord possible. Il s'est félicité que le deal conclu satisfaisait tous les objectifs qui s'étaient fixés tout au long des négociations. Ces 2 années représentent le succès de la diplomatie que des décennies d'embargo et de sanctions n'avaient accompli, a-t-il dit. Un arrangement à long terme pour empêcher l'Iran d'obtenir et de développer l'arme nucléaire. Pendant son discours, il a comparé sa politique diplomatique avec celle des présidents Kennedy et Reagan, qui avaient tous deux négocié contre l'avis d'une partie de la communauté internationale des traités de non-prolifération de l'arme atomique, tout en insistant sur le fait qu'il s'agit d'un accord qui n'est pas fondé sur la confiance mais sur le contrôle. Obama semble convaincu que cette ouverture de l'Iran sur le monde occidental aura un impact positif sur toute la région. Il s'agit également d'un excellent accord pour Obama du point de vue personnel. Si tout se passe comme il le prédit, ce 14 juillet devrait définitivement inscrire sa présidence dans tout le livre d'histoire. Alors David, il y a également autre chose. Maintenant, c'est le vote que doit effectivement valider le Congrès, que cet accord maintenant doit être validé. Or, les républicains se sont montrés très virulents aujourd'hui. Oui, et le discours d'Obama est passé en direct sur toutes les chaînes de télé américaines ce matin et les représentants, ainsi que de nombreux candidats à la présidence, se sont précipités sur les plateaux de télé pour critiquer à l'unisson le bad deal, comme ils l'appellent tous. Les membres du Congrès ont maintenant 2 mois pour examiner les détails de l'accord et interroger John Kerry. 2 mois durant lesquels aucune des sanctions américaines ne pourront être levées contre l'Iran. Mais techniquement, les républicains auront du mal à se débarrasser de ce deal, même si les sénateurs votaient contre sa ratification. Barack Obama a été très clair. Il apposera son veto sur toute législation qui se mettrait sur le chemin de la mise en place de cet accord, désormais historique. Merci David Benaïm, donc en direct de New York. On revient évidemment sur les conséquences de cet accord sur le nucléaire au cours de cette édition avec tout à l'heure l'intervention de plusieurs diplomates et experts militaires israéliens. La France maintenant, la fête nationale du 14 juillet mise en vedette comme chaque année les militaires pour le défilé sur les Champs-Élysées. Mais cette fois, ce sont toutes les forces qui luttent contre le terrorisme qui ont été mises en avant. Un contexte terroriste également présent lors de l'interview donnée par François Hollande à l'Élysée. Julia Ganancia. La France rend hommage à toutes ses forces militaires et de police engagées dans la lutte contre le terrorisme. Pour la première fois, 21 membres du GIGN, du RAID et de la brigade de recherche et d'intervention défilent, lunettes fumées pour protéger leur anonymat. Certains avaient participé à l'assaut de l'Hypercacher en janvier. Les soldats de l'opération Sentinelle de protection du territoire français, qui mobilise 7000 militaires, leur ont emboîté le pas. Je n'ose pas dire tous les jours, mais toutes les semaines, nous arrêtons, nous empêchons, nous prévenons des actes terroristes. C'est ce qui se passe grâce aux services de renseignement, grâce aussi aux services de police et de gendarmerie. Après avoir assisté au défilé militaire des Champs-Élysées, le chef de l'État français a donné sa traditionnelle interview du 14 juillet à l'Élysée. Il a salué la force du couple franco-allemand et a mis en avant son rôle dans l'accord sur la Grèce. L'humiliation c'eût été de la chasser. Il faut lui demander des réformes. C'est bien légitime. Pourquoi? Très dur. Elles sont dures parce qu'elles n'ont pas été faites par le passé. Mais le peuple grec, lui, a souffert. 3 quarts d'heure d'interview pendant lesquels l'avenir politique du pays a aussi été abordé. François Hollande a réaffirmé que Manuel Valls serait Premier ministre jusqu'à la fin du quinquennat. L'occasion aussi pour le président français de redire qu'il ne sera pas candidat à un second mandat en 2017 s'il n'y a pas de baisse du chômage.
Alors, il y a un sens évidemment très politique à cette interview présidentielle du 14 juillet. On va voir cela avec vous, Rudy Saada. Bonsoir. Bonsoir. Vous suivez évidemment les réactions sur les réseaux sociaux. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Oui, mais alors, cela dit, pas de grande surprise, pas de grande annonce lors de ces 45 minutes d'entretien où François Hollande a surfé sur les thèmes régaliens, c'est-à-dire ce qui rassemble comme la politique internationale, on l'a dit dans le sujet, ou la sécurité en opposition avec ceux qui fâchent comme le chômage. Alors une posture critiquée évidemment à droite, Sébastien Huyghe, qui est l'un des porte-parole du parti Les Républicains, évoque sur Twitter un François Hollande dans l'incantation, mais jamais dans l'action. Aussi sur Twitter, Thierry Mariani, lui, parle d'aveuglement face à son bilan. Alors du côté des socialistes, on reste évidemment solidaire, mais les Verts et l'extrême gauche, eux aussi sur Twitter, tirent à boulet rouge sur la prestation présidentielle. Les écologistes, par le biais du coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée, François de Rugy, parle d'une question écologique complètement oubliée, car tout simplement les écologistes eux aussi sont oubliés du gouvernement. Et côté extrême gauche, eh bien, on critique l'issue du dossier grec, l'issue de ce feuilleton pour Raquel Garrido, leur porte-parole du parti de gauche. On parle d'un grand pays qui mérite un grand président, et là ce n'est pas le cas. Alors François Hollande qui a d'ailleurs fait un appel du pied aux écologistes en leur demandant de rejoindre justement le gouvernement. Alors certains ont noté en tout cas une évolution dans le style Hollande, allant jusqu'à le comparer à Jacques Chirac. Oui, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, mais regardez ces deux photos que certains internautes ont mis en parallèle cet après-midi. Hollande en 2015 a en effet un petit quelque chose du Chirac des 70s. Alors il y a un look identique, mais il y a aussi une recherche d'un côté terrien. Mais ce qu'ont noté les internautes, c'est le côté protecteur de la nation, très recherché. Il a beaucoup parlé de sécurité. Il a longuement insisté aussi sur l'international et les coulisses de l'accord grec, dans lequel il dit avoir joué un grand rôle, alors une manière de lutter contre l'idée qui était très présente en début de son mandat, l'idée qu'il n'avait pas une stature présidentielle, une manière donc évidemment de se positionner pour 2017. Voilà, même s'il n'a pas voulu répondre à la question encore, en tout cas de dire qu'il était candidat. Alors, autre similitude justement avec Jacques Chirac, eh bien, c'est de ne pas répondre à ce type de questions. Oui, c'est cette capacité de ne pas se déclarer en campagne tout en jouant la carte du président régalien, c'est en effet du Chirac. Alors certes, François Hollande, vous l'avez dit, a répété que sa candidature était quelque part indexée sur l'inversion de la courbe du chômage, sur cette promesse, mais il a balayé complètement le thème, Nicolas Sarkozy, en disant qu'il avait d'autres priorités, une manière de se placer au-dessus. Ça aussi, c'est très Chirac. Et puis, une manière dont il a défendu sa politique, il a misé sur les résultats, en étant confiant sur les résultats, montre en fait ses intentions pour 2019. Et comme le dit le rédacteur en chef politique du JDD, un François Hollande rasséréné et sûr de son étoile. Celui qui ne le voit pas candidat pour 2017, lève le doigt. Voilà, merci Rudy Saada, donc spécialiste pour les réseaux sociaux. François Hollande qui évoquait la Grèce. On l'a vu, et bien justement en Grèce, les banques vont rester fermées jusqu'à au moins jeudi matin. Malgré la signature d'un accord avec l'Europe, la situation est loin de s'améliorer en Grèce. Et le Premier ministre Tsipras doit faire face désormais à une crise politique, car cet accord a du mal à passer au sein même de sa majorité. Et ce soir, le Parlement grec s'est d'ailleurs saisi de l'ensemble des réformes demandées par l'Europe. Julia Ganancia. Alexis Tsipras une nouvelle fois devant le Parlement grec pour le convaincre d'enregistrer des réformes drastiques. Et la partie est loin d'être gagnée. Les députés doivent voter d'ici à mercredi, mais les importantes concessions faites aux créanciers font grincer des dents au sein de sa coalition de gauche radicale Syriza. Même réticence au sein du parti souverainiste des Grecs indépendants. Nous nous sommes engagés à ne voter que pour les mesures sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord durant la réunion avec les dirigeants politiques. Nous ne voterons pas d'autres mesures, celles qui nous ont été imposées en violation de l'accord passé avec nos partenaires européens. Mais si Alexis Tsipras arrache le feu vert du Parlement grâce aux voix des partis de l'opposition, essentiellement le PASOK et Nouvelle Démocratie, il risque de faire imploser son propre gouvernement, avec pour conséquence un remaniement, voire en cas de crise ouverte, de nouvelles élections. Je pense que parfois, de manière volontaire ou involontaire, nous pouvons aussi ébranler le gouvernement. Le gouvernement de gauche ne doit pas s'effondrer. Nous ne devons absolument pas faire face à un affaiblissement politique de gauche causé par ses propres membres. Le Parlement grec doit inscrire en un temps record dans la loi quelques-unes des contreparties consenties par Alexis Tsipras en échange de la promesse d'une nouvelle aide. Athènes doit ainsi faire adopter en 48 heures une augmentation de TVA et une réforme des retraites. Les Grecs semblent vouloir y croire.
Je pense que nous sommes forts et que les derniers événements ont montré que le peuple a conservé sa patience et sa dignité. J'ai envie de croire que nous pouvons sortir de cette crise sans mal réel, même si nous continuerons à en faire les frais pour de nombreuses années. Le feu vert des députés grecs n'est qu'une condition préalable. Il faudra ensuite que les parlements de plusieurs autres pays se prononcent, dont une commission du Parlement finlandais jeudi et le Bundestag vendredi, avant d'espérer un semblant de normalisation. Alors, Johanna Citruc, bonsoir. On va s'arrêter à présent sur cette idée émise aujourd'hui lors de cette interview télévisée du 14 juillet par François Hollande, celle d'un gouvernement économique européen. Ça concerne évidemment la Grèce. Oui, dès le début de son intervention, en fait, le président français est revenu donc sur l'accord difficilement conclu entre la Grèce et ses créanciers, un accord pour lequel la France et l'Allemagne ont joué un rôle majeur. Et malgré les nombreuses critiques, donc je vous rappelle que certains ont parlé d'un coup d'État de la zone euro envers Athènes, eh bien François Hollande, lui, parle d'une victoire, une victoire de l'Europe. Il explique que l'Europe n'est pas faite contre les nations, mais pour les renforcer. Et lorsque le journaliste David Pujadas lui demande quelles sont les leçons à retenir de cette crise grecque, eh bien, il répond qu'il faut une intégration économique plus forte de la zone euro, avec donc peut-être la création d'un véritable gouvernement économique européen. Écoutez-le. Je proposerais que nous puissions aller plus loin, bien sûr en cohérence avec l'Allemagne, sur le gouvernement économique. Parce qu'il faut qu'il y ait un gouvernement économique de la zone euro. La France prendra une initiative. La France, avec ses partenaires. Mais la France va établir un document pour dire, voilà, et ce sera bien sûr partagé avec nos amis allemands, voilà ce que nous pouvons faire pour un gouvernement économique. Alors, Johanna, en résumé, ça veut dire donner plus de pouvoir à la zone euro ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a une union monétaire, donc tous les pays ont la même monnaie, l'euro. Le problème, c'est que les politiques économiques, et notamment les politiques budgétaires, elles sont décidées au niveau des États, c'est-à-dire que chaque pays peut faire ce qu'il veut sans forcément se concerter avec ses voisins, sauf que, au final, la zone euro est moins forte que ce qu'elle pourrait être, avec plus de coordination. De façon simple et imagée, c'est comme si la France décidait d'investir massivement dans le fromage, l'Italie dans les pâtes et le Portugal dans la morue, alors qu'en se coordonnant, en investissant tous dans le même produit, eh bien, ces pays ensemble pourraient être plus forts, plus compétitifs donc sur un marché donné. Donc la comparaison est quand même un petit peu grossière, vous pouvez me l'accorder Jean-Charles, mais la convergence, la coordination, donc c'est vraiment l'argument de François Hollande pour mettre en place donc dans un premier temps le gouvernement économique européen, avec ensuite peut-être un budget européen et terminé par un parlement de la zone euro, donc pour plus de démocratie. Merci Johanna Citruc. On va marquer une pause dans un instant, on va revenir évidemment sur l'accord du nucléaire iranien avec des réactions de diplomate, l'expert militaire israélien. Et puis on parlera également de ce qui s'est passé en France aujourd'hui, cette explosion suspecte sur un site pétrochimique à Berre. Et puis, vous n'oubliez pas de consulter le site internet i24news.tv pour suivre tout cela en temps réel. Vous le voyez, les négociations à Vienne, eh bien, tout cela se trouve évidemment abondamment traité sur le site i24news.tv. A tout de suite. L'accord qualifié d'historique sur le nucléaire iranien à Vienne, pour Obama, c'est un bon accord qui va empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Mais Israël parle d'erreur historique et ne se sent pas lié ce soir par cet accord. Les cérémonies du 14 juillet en France, François Hollande refuse de parler de sa propre candidature en 2017, mais il conforte Manuel Valls comme Premier ministre jusque-là. La Grèce, après l'accord, les banques sont restées fermées et peut-être même jusqu'à jeudi, mais Tsipras doit maintenant convaincre sa propre majorité. Le Parlement grec est saisi ce soir des réformes demandées par l'Europe. C'est donc cet accord historique qui occupe une grande partie de l'actualité des unes ce soir. On a vu aujourd'hui qu'Israël avait réagi très vertement à cet accord. Ce n'est pas le seul pays d'ailleurs de la région. L'Arabie saoudite s'inquiète également de l'hégémonie grandissante de l'Iran au Moyen-Orient. Benyamin Netanyahou qui a qualifié, lui, d'erreur historique la conclusion de cet accord. Et en Israël, la droite et la gauche se retrouvent d'ailleurs à l'unisson pour critiquer cet accord. Maël Benoliel. Un accord historique pour la communauté internationale, une erreur historique pour le monde, selon Benyamin Netanyahou.
Dans une allocution spéciale en anglais, le Premier ministre israélien s'est adressé au monde depuis son bureau de Jérusalem et a réagi à l'adoption d'un accord de principe entre l'Iran et le groupe P5+1. What a stunning, historic mistake. Mais quelle erreur historique incroyable! Israël n'est pas lié par cet accord. Israël n'est pas lié par cet accord avec l'Iran parce que l'Iran continue de rechercher notre anéantissement. Nous nous défendrons toujours par nous-mêmes. De gauche à droite en passant par le centre, les réactions des politiciens se sont enchaînées tout au long de la journée dès l'annonce de l'accord. À l'instar du Premier ministre, cet accord constitue un mauvais accord pour l'ensemble de la classe politique israélienne. Les nouvelles qui nous sont arrivées de Vienne aujourd'hui sont inquiétantes pour la sécurité d'Israël et de la région. Du point de vue israélien, l'accord signé avec le royaume terroriste iranien est un accord dangereux. Il n'y a rien dans cet accord qui permet d'empêcher l'Iran de soutenir des organisations terroristes. Non pas dans 10 ans, ni demain, mais dès aujourd'hui. À l'image de leurs représentants, les Israéliens semblent partager la même inquiétude et ne se montrent pas des plus rassurés. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix pour le gouvernement américain et les autres que d'essayer de se mettre d'accord avec l'Iran. Je ne suis pas convaincu que l'accord tel que je le comprends va empêcher l'Iran d'acquérir la bombe. Maintenant que l'Iran va recevoir tout cet argent, ils vont pouvoir créer encore plus de terrorisme. Ça rend les choses encore plus compliquées et ça va causer la mort de beaucoup de monde. C'est horrible. Cet accord est juste horrible. N'ayant pas réussi à empêcher l'accord, Israël semble désormais prêt à tout pour éviter son approbation par le Congrès américain, qui dispose d'un délai de 60 jours pour étudier cet accord avant d'éventuellement le désapprouver. Mais un tel cas de figure semble peu probable, d'autant que le président américain Barack Obama pourra toujours imposer son veto. Voilà, le veto, d'ailleurs, il a bien confirmé qu'il ne se priverait pas de l'utiliser si besoin, et Barack Obama. Alors, on va parler de cela, évidemment, avec plusieurs experts de la question. Bonsoir, Nissim Zvili, vous êtes ambassadeur d'Israël, vous avez été député travailliste. Bonsoir, Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France, notamment. Et Olivier Rafovitch, bonsoir, colonel de réserve dans l'armée israélienne. Alors, Avi Pazner, est-ce que vous êtes plutôt dans la tendance Netanyahou, erreur historique, ou Obama, un bon accord qui va empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire? Je suis entre les deux, parce que je n'emploie pas de grands mots, erreur historique, etc. Mais je crois que l'accord est mauvais pour Israël, mauvais pour le Moyen-Orient, parce qu'il donne une légitimation à une tentative d'hégémonie iranienne au Moyen-Orient. Les Iraniens, déjà, ils sont partout aujourd'hui. Okay, ils sont en Irak. Il n'y a plus d'Irak. La moitié de l'Irak, c'est l'État islamique. L'autre moitié, c'est pris par les Iraniens. Ils sont en Syrie. Okay? Ils sont au Liban par le Hezbollah. Ils sont au Yémen. Ils sont partout. Et maintenant, dans 10 ans, ils auront le droit, d'après ce traité qui a été signé, dans 10 ans, ils auront le droit légitime de produire assez d'uranium pour se doter de l'arme atomique. Alors imaginez-vous un Iran qui déjà cherche à maintenir ses positions partout, okay, qui se vendent d'ailleurs, qui sont arrivés à la Méditerranée et à Bab el-Mandeb sur la mer Rouge, et qui maintenant, dans 10 ans, 10 ans, c'est rien. Qu'est-ce que c'est 10 ans dans la vie d'une nation, dans la vie d'une région? Rien de rien. Ils auront l'arme atomique et cela peut changer complètement la balance des forces au Moyen-Orient. Olivier Rafovitch, on a vu que Netanyahou se réservait le droit de se défendre au nom d'Israël. Évidemment, tout le monde pense à une option militaire. Vous pensez que c'est envisageable encore aujourd'hui, avec un tel accord, qu'Israël puisse entreprendre une opération de ce type? Ce qui est étonnant, c'est que c'est un accord avec un État qui est un État voyou, un État qui soutient le terrorisme, le Hezbollah, qui veut la destruction totale de l'État d'Israël. Et pour nous, voir nos alliés, parce que ce sont nos alliés en fait qui ont traité avec l'Iran, faire cet accord nous pose un problème pour savoir comment sera la suite, puisque nous ne pouvons pas de toute manière penser, réfléchir à des activités ou des actions militaires sans avoir une aide ou on va dire un soutien politique, diplomatique et même militaire de nos alliés, dont les Américains. Donc la situation aujourd'hui pour Israël est très compliquée. D'un côté, un accord que nous ne voulions pas, que nous n'aimons pas, qui nous paraît extrêmement dangereux. D'ailleurs, il était applaudi à Téhéran.
Il a été applaudi à Damas par Bachar el-Assad, applaudi par leur Hezbollah. Lorsqu'on voit qui aime cet accord, on peut se dire que c'est un bon accord pour ceux qui sont nos ennemis et sont également les ennemis de l'Occident. Ceux qui n'aiment pas cet accord, c'est pas seulement Israël. C'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Égypte, la Jordanie et tous les États arabes du Golfe qui ont peur de cet accord en voyant, comme on l'a dit ici, l'hégémonie de l'Iran. Au niveau d'une option militaire, encore une fois, nous sommes ici en tant qu'analystes et loin de moi de vous dire si oui ou non Israël est capable ou pas ou devra passer l'action militaire. Mais il est clair que Israël ne peut pas envisager qu'aucun État ennemi d'Israël, dont l'Iran, se dote de l'arme nucléaire sans qu'il y ait auparavant une volonté, en tout cas, soit d'Israël, soit de ses alliés, ou ensemble, coordonnés, de faire que cette arme nucléaire ne passe pas à l'ennemi. C'est une ligne rouge qui est très compliquée à expliquer. Vous savez, actuellement en Syrie, nous voyons de temps en temps, selon des sources étrangères, des frappes de certains États mystérieux qui empêchent des transferts d'armes et de munitions. Au Hezbollah, entre autres, sont des armes que nous pouvons nommer comme armes stratégiques, qui peuvent changer, transformer l'état de choses qu'on a parlé ici, la balance ou l'équilibre des forces. L'arme nucléaire, dans un régime islamiste intégriste violent comme l'Iran, de manière radicale, change l'équilibre des forces. Pas seulement d'ailleurs pour Israël. Et donc, l'option militaire peut être envisageable à condition qu'il y ait ici une volonté coordonnée d'empêcher que cette arme nucléaire passe à un pays tel que l'Iran. Donc pas seul, c'est ce qu'on comprend. Alors Nissim Zvili, est-ce que vous avez l'impression que cet accord finalement offre des garanties? Parce que c'est ce que disent les Occidentaux, c'est qu'il y a suffisamment de garanties aujourd'hui pour empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Tout d'abord, je voudrais dire que l'Iran est déjà une puissance nucléaire. Il faut le savoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne vis pas dans l'illusion que l'Iran, en signant cet accord, a renoncé à sa volonté de devenir une puissance nucléaire armée avec une influence dans la région. C'est pour ça que c'est un accord historique. C'est un accord historique parce que c'est la seule chance de réintégrer l'Iran dans la communauté internationale, de l'obliger à respecter les droits humains, de l'obliger à je ne sais pas si c'est à obéir, mais à respecter les décisions de la communauté internationale. C'est la seule possibilité de donner une lueur d'espoir aux jeunes Iraniens et au peuple iranien. Le peuple iranien, ce n'est pas un pays qui n'est pas reconnu dans le monde. C'est un peuple sage, c'est un pays avec une puissance d'âme extraordinaire, avec des capacités extraordinaires et avec une volonté de prouver leur existence. Maintenant, si on ferme toutes les portes, on va voir combien il y a 4 ans de sanctions. Okay? Qu'est-ce qu'on a vu? Ils ont quadruplé leur puissance de plutonium. Ils ont aujourd'hui 10 tonnes de plutonium enrichi. Ils n'en avaient même pas 2 il y a 4 ans. Après 4 ans de sanctions, pas de 4 ans où la communauté internationale n'a rien fait. Ils ont construit un nouveau centre nucléaire. Ils ont construit, malgré tout ce qui a été passé. Maintenant, ils signent cet accord. Maintenant, moi, je vous ai dit, je ne vis pas dans l'illusion qu'ils vont le respecter. Mais ce qui me donne un espoir, c'est que c'est la seule possibilité d'intégrer ou de réintégrer l'Iran en ouvrant les portes de la communauté internationale et de leur permettre de devenir un pays normal. Je ne crois pas qu'il y a eu une révolution en 77 en Iran. 79. Ils ont 79 en Iran. Ils ont renversé le Shah. Et aujourd'hui, il y a une jeune génération, les femmes, les intellectuels, qui sont capables de renverser le régime des ayatollahs. Ils vont le faire quand ils vont avoir une lueur d'espoir. Et la lueur d'espoir, c'est cet accord. Alors, de se réintégrer dans la communauté internationale. Vous êtes d'accord? Est-ce que l'Iran peut réintégrer aujourd'hui? Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas à ce que mon ami Nissim Zvili espère. J'aurais aimé l'espérer moi aussi. Malheureusement, je n'y crois pas. Pas en tout cas, pas maintenant. Vous savez, les régimes changent, les régimes totalitaires comme ça, cela change. En fin de compte, oui, les ayatollahs ne vont pas toujours rester en Iran, mais ça ne prend pas 10 ans. Ça peut prendre, comme le communisme, pour disparaître, 70 ans, 100 ans. Ils disparaîtront, les ayatollahs. En attendant,
il constitue un danger. Et c'est dommage que l'Amérique ferme les yeux. On parlait justement, qui a permis la révolution de 79, si ce n'est pas le président américain Carter. Et les Français. Et les Français, mais tout d'abord Carter. Ils ont envoyé à Khomeini. Oui, à Khomeini, absolument. Okay. Absolument. Mais tout d'abord Carter, qui a décidé qu'il n'aimait plus ce régime dictatorial du Shah. Il voulait une révolution populaire. Obama fait la même erreur. Comme Bush, en ouvrant la guerre en Irak, par exemple, il voulait une démocratie populaire. Nissim, vous savez, on peut faire une erreur de tout le monde. Vous choisissez ce que vous voulez dans l'histoire. Je parle de l'Iran, Nissim. Je parle seulement de l'Iran. Et je parle de la responsabilité américaine de ce qui arrive en Iran, de ce qui est arrivé en 79 en Iran et ce qui arrive maintenant. La réintégration de l'Iran sur la scène internationale, c'est pas bon pour Israël. L'Iran était un pays paria. L'Iran était considéré comme un paria parmi les nations. Maintenant, cela a changé. Maintenant, avec cet accord, ils réintègrent. Ils sont plus forts, ok ? Ils vont devenir plus forts économiquement. Parce que tout le monde veut faire du commerce avec l'Iran. D'ailleurs, j'ai entendu aujourd'hui les télévisions européennes, tout le monde parlait, les portes de l'Iran qui s'ouvrent, pas pour les droits humains, Nissim, mais pour les échanges économiques. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans les affaires ? Moi, ce qui m'étonne... Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce qui m'étonne, Nissim, je comprends ce que vous dites tout à fait. On a affaire ici quand même à un régime. Le peuple iranien, c'est un peuple formidable, avec une histoire merveilleuse. Le régime est pourri. Vous savez, l'Allemagne était un grand pays, avec un régime pourri, le régime nazi. Donc à un moment donné, ce pays-là a fait la guerre et a voulu également exterminer le peuple juif. L'Iran d'aujourd'hui, avec ce régime en place aujourd'hui, pas demain. Vous savez, la politique, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. La fiction, c'est beau, mais là, on est dans le réaliste. Actuellement, l'Iran d'aujourd'hui déclare haut et fort qu'elle veut détruire notre pays, l'État d'Israël. Maintenant, on peut dire c'est pas vrai, c'est des mots. Attendez, juste un mot, si vous permettez. Attendez, un mot. Ce qu'on donne aujourd'hui à l'Iran, au-delà du blanc-seing pour le nucléaire, c'est les moyens financiers et militaires pour se réarmer, pour se renforcer et devenir vraiment ce qu'elle veut, avoir la taille et avoir les moyens de sa politique expansionniste. Maintenant, l'Iran aujourd'hui soutient nos ennemis à nous. Vous savez, le Hezbollah est heureux ce soir. Il y aura plus d'armes, plus de munitions, plus de missiles, et le Hezbollah est aux portes d'Israël. Maintenant, si vous me dites, si on avait cru ou entendu que l'Iran, avec cet accord, serait prêt à changer de politique, elle aurait pu le dire. Elle aurait pu le dire. Nous sommes prêts aujourd'hui à avoir une autre politique vis-à-vis d'Israël. Or, c'est le contraire qui se passe. Donc, nous, Israéliens, de gauche, de droite, sans aucune, je crois, aujourd'hui, différence de politique interne, nous sommes inquiets. Et cette inquiétude, aujourd'hui, se révèle dans qu'est-ce que nous allons faire. Encore une fois, cette question-là, à mon avis, c'est la question essentielle. Qu'est-ce qu'Israël va pouvoir faire? On va en parler dans un instant. Vous allez pouvoir continuer à parler. On va saluer Avi Pazner, qui doit nous quitter parce qu'il a des obligations. Merci à vous d'être venu. Mais on va revenir en images sur ce qui s'est dit aujourd'hui à Vienne, et notamment sur ce visage de Zarif qui a marqué beaucoup parce qu'il était souriant après la conclusion de cet accord. C'est El Zamour qui nous rappelle tout cela. Cet accord historique, qui aura nécessité 12 ans de négociations, devient du coup une victoire diplomatique. La problématique du nucléaire iranien a empoisonné les relations entre plusieurs pays. À présent, relations diplomatiques et économiques vont se rétablir entre l'Iran et la communauté internationale au fur et à mesure que les sanctions contre l'Iran vont être levées. Des sanctions levées en échange de la quasi-impossibilité pour Téhéran de construire la bombe atomique. À Vienne, les participants de ce marathon de discussion se félicitent. Ce que nous annonçons aujourd'hui n'est pas seulement un accord. C'est un accord qui profite aux deux parties et à la communauté internationale. Cet accord ouvre la porte sur de nouvelles possibilités, ainsi qu'un chemin vers une fin de crise qui a duré plus de 10 ans. Nous nous engageons à faire en sorte que les mesures soient entièrement respectées en comptant sur la contribution de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Du côté iranien, le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, se montre très reconnaissant. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude à tous, à ceux qui ont débuté et poursuivi ce processus, afin de parvenir à un accord favorable à tous, afin d'ouvrir de nouveaux horizons. C'est un moment historique. Nous arrivons à un compromis qui n'est pas parfait pour tout le monde. Aujourd'hui aurait pu être un jour sombre pour les Iraniens, mais grâce à cet accord, nous pouvons ouvrir un nouveau chapitre plein d'espoir.
Mais l'accord reste fragile. Il doit à présent être validé par le Conseil de sécurité de l'ONU, par Téhéran et par le Congrès américain. Alors on est toujours avec Olivier Rafovitch, avec Nissim Zvili. Nissim Zvili, comment imaginer que ce régime justement, parce que c'est vrai qu'il n'offre pas aujourd'hui toutes les garanties, on va dire de confiance, puisse évoluer simplement parce qu'on lui a accordé cette confiance dans cet accord? Dans la politique c'est l'art du possible. Ok. Chacun, attendez une minute, il faut choisir entre des alternatives. Toute la communauté internationale, 90% de la communauté nationale a tort. Ça, on le sait. Nous, les Israéliens, on est seuls à avoir raison dans le monde, dans notre arrogance, dans notre approche à la vie. C'est rien que nous qui connaissons le problème. C'est pas 1,2 milliard de Chinois, c'est pas 300 millions de Russes, c'est pas 300... C'est rien. L'État d'Israël connaît les problèmes, a les solutions, et on n'a jamais proposé une vraie alternative. Parce que si le Premier ministre israélien était convaincu que cet accord est une catastrophe, et il savait très bien la position d'Obama, il faut vraiment être aveugle pour ne pas avoir compris, il y a déjà plus de 2 ans, qu'Obama avait un but, c'est de réintégrer l'Iran dans la communauté internationale. Il était prêt à payer tout le prix nécessaire pour y arriver. Il y est arrivé. Personne, on n'a pas compris ça en Israël, que c'était la stratégie des États-Unis. On n'a pas compris la France, qui a soutenu toujours Israël dans ses négociations vis-à-vis de l'Iran, qui a eu les positions les plus dures. En fin de compte, elle s'est alignée avec les 6 pays européens et les Chinois. Pourquoi tout ça a été fait? Parce qu'ils veulent donner une chance à une autre option. Parce qu'ils croient qu'il y a une autre option. Parce qu'ils croient qu'il y a un Iran différent. Parce qu'ils croient qu'on peut gérer la situation dans le Moyen-Orient pas seulement par la force armée. On continue de faire toujours la même erreur. On ne change pas de disquette. Rien qu'avec la force, on va réussir à résoudre les conflits. On n'a résolu aucun conflit dans cette région grâce à la force. La proposition qu'on a faite, c'était génial. On a gaspillé 10 milliards de shekels pour préparer l'armée à une attaque aérienne contre les centres nucléaires iraniens. C'est ça la solution? Et si c'était la solution, la seule solution dans laquelle croyait le Premier ministre, pourquoi il n'a pas fait quand il était au pouvoir? Il était 3 ans, il avait déjà gaspillé tout cet argent. Pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il est arrivé à la conclusion qu'une attaque militaire sur les centres nucléaires peut peut-être retarder le plan nucléaire iranien pour 2 ans ou 3 ans, que ça va, je dirais, rapprocher tous les éléments de la société israélienne, regrouper autour des ayatollahs à cause de cette attaque. Il a compris que c'était contre-productif. Alors maintenant, quand on arrive à un accord, on essaie de trouver tous les défauts. Moi, je ne suis pas un expert en nucléaire. Mais je sais que si on nous assure 10 ou 15 ans de calme dans cette région, pour moi, c'est énorme. Parce qu'on n'est pas capable d'assurer 1 mois de calme dans cette région. On n'a pas été capable d'assurer après des guerres à Gaza, après des guerres au Liban, on n'a pas été capable d'assurer plus de 1 ou 2 ans de calme dans cette région. Si, avec le soutien de la communauté internationale, on arrive à un accord qui permet peut-être un espoir de changer ce qui se passe dans cette région, vous savez, ce qui me dérange, ce n'est pas la position de la droite israélienne. Ce qui me dérange, c'est qu'on a une gauche, une opposition peureuse, qui n'est pas capable de défendre les valeurs sur lesquelles ils croient, sur lesquelles ils ont grandi, et qui n'ont pas la volonté de donner une chance à d'autres options. C'est ça ce qui me dérange. C'est pour ça que je me permets de m'exprimer de cette façon. Il doit y avoir d'autres options. Il y a une autre option et il faut la essayer. Alors, moi, je ne suis pas expert en nucléaire, mais je suis un petit peu expert en terrorisme islamiste chiite. Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas un accord sur le terrorisme. Permettez. Ce n'est pas un accord sur ça. L'accord est sur le nucléaire. Permettez, s'il vous plaît. Okay. L'accord aujourd'hui, il est avec un État qui aujourd'hui la raison d'être du terrorisme dans toute la région chiite, entre autres, et qui veut, encore une fois, je répète, qui veut la destruction totale de l'État d'Israël. Ça, c'est un fait. Dans sa politique, ils le disent. Ils le disent. Non. Mais pas du tout. C'est de la propagande. Le président iranien vient de le dire. Maintenant, vous savez, moi, je suis encore une fois aujourd'hui, je suis d'accord avec vous sur un point.
que l'alternative n'a pas été proposée clairement du côté israélien. Il n'y a pas eu. Par rapport à cet accord. Il n'y a pas d'alternative. Je suis d'accord avec vous par rapport, peut-être qu'il y a des raisons, on va dire, de choix, de déclaration ou de publication de telle alternative. En tout cas, ce qui pour nous aujourd'hui est grave, mais aussi peut-être ouvrir une autre phase. Donc je ne serai pas dans cette lignée dont parle M. Nissim Zili. Aujourd'hui, le monde arabe modéré se regroupe avec Israël. C'est-à-dire que cet accord-là, qui est un danger pour la région et pour Israël et pour l'Arabie Saoudite, fait que les pays arabes modérés se regroupent avec l'État d'Israël pour savoir comment il va falloir gérer cette crise qui va arriver. Et qui va arriver. Le Moyen-Orient va s'enflammer. Cet accord ne va pas amener à la paix, malheureusement. Malheureusement, quand on entend la voix et les discours d'une haine au Liban, en Syrie ou en Iran, face à cet accord, face aux Américains, face à Israël, on brûle encore des drapeaux israéliens, américains. Alors ça, vous allez me dire, c'est la propagande iranienne. Mais ça, la propagande, il faut bien l'écouter, parce que s'il y a un peuple et un pays qui doit faire très attention à la propagande et aux livres et aux discours qui sont écrits avant que les événements arrivent, c'est bien le peuple juif. Vous savez que Mein Kampf a été écrit en 23, c'était à peu près presque 20 ans avant la Seconde Guerre mondiale. Des gens ont dit c'est un livre écrit par un fou. Et ce livre a été mis en place par ce même fou. C'est une très grave erreur de comparer la situation à la Shoah. Ça montre la faiblesse de notre peuple. Ça montre qu'on n'a rien appris de notre histoire. Comment on peut comparer la situation aujourd'hui vis-à-vis de la Shoah? Mais comment pouvez-vous voir dans cet Iran, vous qui êtes ambassadeur politique, comment pouvez-vous voir dans cet Iran un État qui est capable de respecter un accord ou un contrat avec l'Occident? Comment? D'après moi, ils sont capables, ils vont le faire parce que ça va être dans leur intérêt. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas inquiet de cet accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... C'est sûr qu'il y a des espoirs qui seront injustifiés dans le futur. Mais en fin de compte, la question que vous devez vous poser, et pour vos enfants, s'il n'y a pas cet accord, qu'est-ce qui va le remplacer exactement? Demain matin, il n'y a pas d'accord. Cet accord n'est pas signé. L'Iran va arrêter son plan nucléaire. Elle va l'arrêter, ce plan nucléaire. Est-ce qu'il y a une chance quelconque que dans le cadre de cet accord, cet Iran va repousser son accord? Il y avait une chance, à mon avis. Il y avait une chance que si les sanctions... Quand on parle de non-alternative, c'est très facile de dire, d'attaquer, de critiquer, mais on ne propose rien à la place. C'est pour ça que cet accord, c'est un accord qu'il fallait signer. C'est pour ça que cet accord, il faut le soutenir. C'est pour ça qu'il faut faire tous les efforts maintenant, à côté des États-Unis, de permettre l'État d'Israël à s'armer d'une façon qu'elle peut faire face si en cas d'échec de cet accord. Et il y a une chance ou un risque que cet accord ne soit pas réalisé. Il faut se préparer, mais de se mettre tout seul dans le monde, l'Arabie Saoudite et les Émirats se seront regroupés autour d'Israël. Ils ne parlent même pas avec nous. Tant qu'il n'y aura pas de solution du problème palestinien, ils ne seront pas nos partenaires. D'abord, ils parlent avec nous. Alors, ils parlent, c'est sûr, comme nous, on parle avec le Hamas. Exactement la même chose. Vous savez très bien ils parlent avec nous comme on parle avec le Hamas. Mais vous dites, maintenant, eux, ils se taisent au moins, ils disent rien. Ils savent comment parler avec les Américains. Avec les Américains, on va attaquer le président des États-Unis au Congrès. C'est ça l'intelligence juive. C'est de cette façon qu'on assure les intérêts de l'État d'Israël. Là, on parle d'un autre sujet de politique interne. On revient juste un instant. On parle des résultats. On parle juste un instant par rapport, encore une fois, à cet accord. Pour Israël aujourd'hui, c'est un accord qui nous fait peur. C'est un accord qui nous inquiète. C'est un accord qui nous pose des problèmes. Je suis d'accord. Et un accord qui nous fait peur nous oblige aujourd'hui à réfléchir à différentes stratégies. Je suis d'accord avec M. Zvili quant au fait qu'il ne faut pas critiquer de manière frontale ni le chef de l'administration américaine, ni rentrer dans la politique interne américaine. L'Amérique est un pays souverain, un grand pays, la plus grande nation du monde. Nous devons, nous, à notre taille et à notre échelle, réfléchir. Nous avons les moyens également de faire des choses, de réfléchir. Encore une fois, nous avons un gouvernement, nous avons une armée, nous avons un peuple. Et si vous me permettez, ce soir, je vais aussi dire, on a aussi avec nous le Dieu d'Israël. Et peut-être que tous ensemble, nous trouverons les solutions, parce que cet accord nous fait très peur. Et cet accord nous fait changer aujourd'hui, nous fait changer aujourd'hui la manière de s'adresser à l'ennemi qui est l'Iran. Parce que l'Iran reste pour nous un ennemi juré. Alors, juste un mot pour signaler que le cabinet israélien, sans surprise, qui s'est réuni ce soir sous l'égide de Netanyahou, a rejeté cet accord. Donc Israël dit officiellement non à l'accord qui a été signé à Vienne. Ça ne change pas grand-chose au fait qu'il existe quand même. Mais aussi la Maison-Blanche ce soir va envoyer, c'est donc Barack Obama qui envoie son ministre de la Défense à Jérusalem pour expliquer aux Israéliens l'accord. Toujours pas, on va dire, de rencontre frontale. Ça n'a pas été pardonné, ce qu'a fait Netanyahou. Non, ça ne sera jamais pardonné. En général, on
on envoie un ministre des Affaires étrangères pour expliquer. Si on envoie un ministre de la Défense pour expliquer un accord mauvais, ça veut dire que peut-être que les Américains vont également transférer et donner des moyens militaires en plus à Israël face à une possibilité de développement grave. Et c'est ça qui est grave, c'est que les Américains aujourd'hui donnent cet accord avec l'Occident, mais vont également donner à Israël d'autres moyens au cas où cet accord est une catastrophe. Et donc nous rentrons dans une possibilité de dynamique de catastrophe. Est-ce qu'on est content de ça? Non, on n'est pas content. Non, c'est ça le pragmatisme politique. On essaye. On ouvre des portes. Oui, mais le prix est très cher. Jusqu'à présent, vous êtes prêt à payer ce prix? Jusqu'à présent, les seuls qui payent le prix, c'est les Américains. Parce que ça va leur coûter des milliards de dollars pour l'Arabie Saoudite, pour les Émirats. Et vous savez que c'est le peuple américain qui le paye, comme il paye déjà 3 milliards de dollars pour assurer l'existence de l'État d'Israël et sa sécurité. Ça veut dire que c'est pas nous qui payons le prix, c'est les Américains, et ils sont prêts pour essayer de garder leur alliance stratégique avec l'État d'Israël, pour donner le sentiment de l'État d'Israël qu'il n'est pas délaissé par les États-Unis. Il est prêt à dire voilà, vous croyez que vous aurez besoin de plus de moyens, on est prêt. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas sûrs que cet accord va tenir le coup. Ça veut dire qu'ils veulent rassurer le peuple en Israël. Et ça, c'est une vraie politique. Merci. On n'ira pas plus loin pour l'instant, en tout cas, mais on va reparler évidemment de cet accord sur le nucléaire, c'est sûr, dans les jours qui viennent et dans les semaines même qui viennent. Merci Nissim Zvili, merci Olivier Rafovitch. Vous n'oubliez pas également de consulter i24news.tv, le site internet avec bien l'info en temps réel et le suivi évidemment de ce dossier du nucléaire iranien, entre autres. À tout à l'heure après le journal. Retour du grand direct, on a beaucoup parlé du contexte du nucléaire iranien, mais pour Benyamin Netanyahou, c'est une autre polémique qui agite Israël. On va en parler dans un instant, ça concerne la situation des implantations. Mais tout d'abord, la suspicion qui règne en France à propos d'un acte criminel qui a visé la nuit dernière un site pétrochimique tout près de Marseille. 2 incendies provoqués par 2 explosions. Cela aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques, mais 2 enquêtes ont été ouvertes. On pense évidemment à la piste terroriste. C'est Elsa Mour qui nous résume tout cela. Une fumée épaisse, dense et noire, particulièrement inquiétante quand on sait qu'elle provient d'explosions dans un site pétrochimique des Bouches-du-Rhône. La première explosion a eu lieu à 3h mardi matin sur ce site de Berlétan, suivi très vite d'une seconde détonation. 2 cuves ont été touchées. La première contenait 11 000 m3 d'essence, la seconde remplie de 42 000 m3 de nafta, un liquide transparent issu du raffinage du pétrole. Les secours, arrivés très tôt sur place, ont maîtrisé les 2 incendies. Pour la deuxième cuve, les sapeurs-pompiers ont travaillé pendant 9 heures pour éteindre le feu. Aucun blessé n'est à déplorer. Le pire a été évité malgré la pollution engendrée. Essentiellement gaz carbonique, oxyde de carbone, quelques composés organiques légers, mais qui n'ont pas entraîné ni le déclenchement du plan particulier d'intervention, ni des consignes particulières de protection de la population. 2 explosions à 500 mètres l'une de l'autre. Aucune piste n'est écartée, mais celle d'un acte malveillant est clairement privilégiée. Le parquet d'Aix-en-Provence a décidé d'ouvrir une enquête pour rechercher les causes de la destruction par incendie de 2 cuves de carburant. L'enquête devra déterminer s'il existe un lien entre ces 2 explosions à Berlétan et le vol, il y a tout juste une semaine, de pains de plastique et de détonateurs sur un site militaire de Miramas, à une trentaine de kilomètres. Le site manquait clairement de surveillance. Une défaillance grave, d'après le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. L'enquête poursuit son cours. Retour en Israël et à l'instant Benyamin Netanyahou qui affirme que le groupe des 5+1 a fait un pari sur, je cite, notre avenir à propos de l'accord signé avec l'Iran. Netanyahou qui doit également faire face à une fronde d'un autre genre. Ça concerne les maires des communes situées en Cisjordanie dans les implantations de Judée et Samarie. Lors d'une réunion qui se serait tenue cette semaine, eh bien Netanyahou aurait annoncé à ses représentants, à ses élus locaux qu'il fallait geler, vu le contexte actuel, eh bien, les constructions dans les implantations tollées parmi eux. Cela a ensuite été démenti par le Likoud. Mais est-ce que le contexte actuel, finalement, eh bien, ne fait pas pression sur Netanyahou pour prendre une telle décision? On va en parler avec nos invités ce soir. Bonsoir Emmanuel Navon, bonsoir. Professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Et puis Miri Rossman, bonsoir, vous êtes professeur également spécialisé dans les relations entre la France et Israël. Alors, est-ce qu'il vous semble d'abord
envisageable que Netanyahou ait pu céder à une pression internationale pour annoncer qu'il fallait geler, en l'état actuel, les constructions dans les implantations? Je pense qu'il souffle le chaud et le froid. Parce qu'en fait, il essaye d'améliorer son image, bien évidemment, intérieurement, mais extérieurement vers l'étrangère. Peut-être, je ne sais pas si... Peut-être qu'il y a des négociations secrètes et des accords en route, soit avec le Hamas, soit avec les États-Unis, ou soit avec l'Europe, ou tous les trois ensemble. Mais en même temps, même si ça me fait de la peine, il faut se rappeler que c'est la droite qui a toujours signé les accords de paix. En même temps, il ne faut pas non plus oublier de l'autre côté que Netanyahou était élu sur un programme de droite. Et dans le programme pour lequel il était élu, les constructions n'allaient pas être gelées. Au contraire, les constructions devaient se faire. Mais à nouveau, on voit Netanyahou maintenant, bien évidemment, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, avec la signature de l'accord, les dossiers iraniens, entre guillemets, il est clos. Maintenant, les Européennes, les États-Unis et les autres, peut-être que le prochain dossier sur leur plateau, c'est l'accord entre Israël et les Palestiniens et amener les deux côtés à la table de négociation. Et là, c'est clair que Netanyahou devrait faire des concessions. Emmanuel Navon, est-ce que vous pensez qu'il y a une pression qui s'exerce aujourd'hui clairement sur Netanyahou pour, en tout cas, geler, c'est le terme qu'il aurait employé, ces constructions dans les implantations en Cisjordanie? D'abord, ce gel, il existe de facto depuis longtemps. Et les représentants, les maires, les élus peuvent en témoigner. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils ont rencontré Netanyahou. En termes de pression internationale, elle est toujours là, puisque aussi bien les États-Unis que l'Union européenne s'opposent de toute façon à toute construction de la ligne verte. Ça n'est pas nouveau. Donc, ce n'est pas qu'il y a plus de pression en ce moment. Mais je pense que Netanyahou, à ce stade, ne souhaite pas s'attirer l'attention des Européens et des Américains, alors même qu'ils souhaitent se focaliser sur le dossier iranien, alors même que lui conteste l'accord qui vient d'être conclu. Donc je pense qu'il ne veut pas se mettre en position où les Européens peuvent lui renvoyer, entre guillemets, le compliment en se focalisant sur la question des constructions, laisser toutes les chances de son côté pour pouvoir présenter ses arguments, ou les arguments qui sont les siens contre l'accord qui a été conclu hier, aujourd'hui, entre les 6 puissances et l'Iran, alors même que je pense que dans les jours prochains, il va se focaliser sur sa diplomatie, en particulier au Congrès américain, pour essayer d'expliquer que lui s'oppose au terme de cet accord. Il y a aujourd'hui, à votre avis, une possibilité justement de se dire que la situation pourrait se figer en Cisjordanie et que cela pourrait ouvrir la voie à une négociation avec les Palestiniens? Est-ce que ce serait une stratégie envisageable pour Israël de se dire, voilà, il y a aujourd'hui une carte qui peut permettre de figer les positions? Moi, j'aurais bien aimé, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre Netanyahou, c'est quelqu'un qu'aujourd'hui, comme on a vu maintenant avec le gel, hier, il a dit une chose dans cette réunion, tout de suite après, il avait démenti ce soir, non, c'est pas ça, on m'avait mal compris, et en même temps, on est en mois de juillet. On va en arrière au mois d'octobre. C'est le même M. Netanyahou qui a dit, quand il y avait la nouvelle session de la Knesset pour l'hiver, c'est M. Netanyahou qui a aidé de faciliter la bureaucratie pour qu'il y aura 1060 appartements construits à Bat Shlomo et à Ar-Homa. Et en même moment, il a dit, comme les Français ont le droit de construire à Paris, les Anglais à Londres, les Israéliens ont le droit de construire à Jérusalem, c'était toujours comme ça depuis la création de l'État d'Israël, ça restera toujours comme ça. C'était au mois d'octobre, on est au mois de juillet aujourd'hui. En même temps, il faut voir que le gouvernement a changé. À partir de 14 mai, depuis le nouveau gouvernement, c'est vrai, il n'y a pas de construction, mais il faut aussi voir qui est le ministre de construction. Parce qu'avant, dans le précédent gouvernement, c'était Uri Ariel, qui était d'Abait Yehoudi, et la priorité, quand il était ministre de construction, c'était au contraire de construire et au-delà des lignes de 67. Maintenant, c'est Yoav Gallant qui est ministre de construction, c'est Kulanu, c'est trop tôt de savoir comment il fait. Est-ce que c'est lui vraiment qui fait son programme ou est-ce que c'est M. Netanyahou derrière? Benjamin Netanyahou, même envers la communauté internationale, ils ne savent pas trop, ni M. Obama, ni le président Obama, ni les dirigeants européens, je pense, ils ne savent pas trop, quand Netanyahou dit une chose, est-ce que le lendemain ou 10 minutes après, ça va changer à nouveau, à autre chose? C'est très complexe. Emmanuel Navon. Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte et qui n'a pas été rappelé, c'est la question du budget qui doit être passé bientôt. Et ça c'est bien entendu le mal de tête annuel de tout Premier ministre. Le Premier ministre a déjà annoncé aux différents membres de sa coalition
qu'il devra revoir à la baisse les promesses électorales ou les promesses budgétaires qu'il aura faites au moment où il avait formé sa coalition. Et il semble qu'il essaie à tout prix de réduire les dépenses budgétaires. Et dans ce contexte, je pense que débloquer des budgets pour la construction, des constructions qui sont controversées et qui risqueraient d'attirer l'attention internationale, ce n'est pas sa priorité à ce stade. Comme vous l'avez rappelé, c'est vrai, le nouveau ministre des Logements vient du parti centriste Kulanu. Le parti de Naftali Bennett, Abait Yehudi, a tout de même beaucoup moins de mandats qu'il n'avait dans le précédent gouvernement. Donc aujourd'hui, au sein du gouvernement, le parti de Naftali Bennett n'apporte plus dans les postes qui sont liés à la construction. Il a lui-même le ministère de l'Éducation, Ayelet Shaked le ministère de la Justice, et non plus le ministère du Logement. Et il a 4 députés de moins que dans la précédente Knesset, et donc il est moins en position de force dans l'actuel gouvernement. Donc il faut bien comprendre que l'équilibre des forces a changé. Les partis, pour les partis ultra-orthodoxes qui sont aujourd'hui membres de sa coalition, ce n'est pas une priorité de construire dans les implantations, et par conséquent, Naftali Bennett ne peut pas compter sur eux pour faire avancer cet agenda. Donc politiquement, il peut se permettre de freiner les choses. Il semble que l'une de ses motivations soit également la question du budget. Est-ce que pour vous, c'est un climat qui peut être favorable aujourd'hui? Parce qu'il y a cette opposition ce soir évidemment très forte à l'accord sur le nucléaire. Est-ce qu'il y a un climat qui peut être favorable cet été, à votre avis, pour que Israël reprenne des négociations avec les Palestiniens comme les Européens le lui demandent? 2 choses. Concernant le budget, en fait, il y a une autre chose très importante côté budget qu'on a vu dans le gouvernement précédent. Il y avait énormément d'argent qui est allé dans les implantations et dans les Judée de Samarie. Et en fait, si on prend tout cet argent-là et on va l'investir dans le sud du pays, dans le Negev et dans le nord, dans les périphéries où il y a vraiment besoin, dans l'éducation, pour le logement de jeunes, etc., ça pourrait déjà faire des choses. Maintenant, comme je dis tout à l'heure, c'est toujours les gouvernements de droite qui ont signé les accords de paix. Est-ce que M. Netanyahou est capable de le faire? Est-ce qu'il a le gouvernement pour le faire? Est-ce qu'il a le pouvoir pour le faire? Je ne sais pas. Est-ce que les partis dans l'opposition vont le joindre et faire en sorte ensemble de le faire? Peut-être. C'est clair que maintenant, je suis d'accord avec Emmanuel, que Netanyahou va faire tout les pressions possibles sur le Congrès américain au sujet des dossiers iraniens. Ça, c'est sa première priorité. Mais c'est clair que quand tout le dossier iranien sera clos, on reviendra sur le plateau de négociation et il y aura des pressions. Maintenant, quelles concessions, s'il y aura, et est-ce qu'il est capable de le faire intérieurement? Est-ce qu'il a le gouvernement et les pouvoirs pour cela? C'est l'avenir qui nous dira. Bon. Netanyahou isolé ou pas ce soir, Emmanuel Navon, suite à son échec finalement relatif lié à la conclusion de cet accord iranien? D'abord, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un échec pour lui, dans la mesure où c'est quand même grâce à lui que le sujet est devenu au centre de la scène internationale, que toutes les puissances se sont réunies depuis des mois. C'est aussi parce que Netanyahou n'a cessé de rappeler l'importance de ce sujet. Donc le fait que les grandes puissances aient négocié un accord et mis ce sujet au centre des discussions internationales, ça consiste, à mon sens, pour lui, cela constitue d'abord un succès diplomatique. Maintenant, en ce qui concerne le contenu de l'accord, nous n'en avons pas encore tous les détails. Mais si ce que dit le président Obama est vrai, si ce qu'il a dit aujourd'hui est vrai, il y a tout de même des acquis, dans la mesure où si effectivement il va y avoir des inspections complètement libres, ce dont je doute personnellement, mais enfin, c'est ce qu'a dit le président Obama, et un mécanisme de réimposition automatique des sanctions en cas de violation de l'accord. C'est un acquis qui permet de repousser dans le temps, d'une certaine manière, le fait que l'Iran puisse avoir l'arme nucléaire. Donc l'accord en lui-même, si ce que dit le président Obama est vrai, a tout de même certains avantages. Le fait que cet accord ait été négocié, conclu, et que les grandes puissances aient mis cela au centre de leur diplomatie, cela constitue tout de même, je pense, un succès diplomatique pour Netanyahou. Le fait qu'il ne soit pas satisfait de l'accord, on peut le comprendre, mais il faut bien comprendre également que les grandes puissances défendent leurs intérêts et pas ceux d'Israël. Que Israël, c'est un pays de 8 millions d'habitants et qu'on n'a pas l'influence et le pouvoir d'un pays d'une superpuissance. Il faut comprendre cela aussi. Merci Emmanuel Navon, merci Miri Rossmann. On parlait justement d'agitation régionale tout à l'heure de ce Moyen-Orient à cause évidemment des conflits qui ont lieu. L'occasion est bien de noter qu'un navire français de guerre qui était en opération au Yémen fait escale actuellement en Israël, où il est question justement de coopération entre Israël et la marine française. Reportage Maxime Pérez. Un mastodonte de 200 mètres de long
pour une hauteur de 64 mètres au-dessus des eaux. À pleine charge, son poids avoisine les 32 000 tonnes. Bienvenue sur le Dixmude, l'un des 3 porte-hélicoptères en service dans la marine française. Ce BPC, bâtiment de projection et de commandement dans le jargon militaire, effectue sa dernière escale au port militaire de Haïfa dans le nord d'Israël. Il met fin à la mission Jeanne d'Arc qui sert de baptême du feu aux élèves officiers de l'école navale. Ce sont d'ailleurs eux qui nous accueillent à bord du Dixmude. Une visite pour mesurer l'étonnante capacité de ce navire, pouvant embarquer jusqu'à 450 marins. On a ici un détachement de l'armée de terre, donc qui nous a apporté 2 pumas et 2 gazelles. Et donc qui nous servent pour la reconnaissance et pour la formation également des pilotes de l'armée de terre qui viennent s'entraîner à ponter tout au long de cette mission. Des hélicoptères très utiles dans la lutte contre la piraterie, comme au large de l'océan Indien et dans le golfe d'Aden. Le 4 avril dernier, c'est également dans cette zone que le Dixmude a réalisé une délicate mission amphibie au Yémen. Nous avons recueilli environ 50 personnes que nous sommes allés rechercher sur la côte à l'aide de ces embarcations, en principal l'EDAR qui est la plus imposante, qui permet d'accueillir vraiment une grande quantité de personnes d'un seul coup. À son actif, le Dixmude compte plusieurs missions d'appui logistique aux forces françaises engagées au Mali et en Centrafrique. Des opérations parfois périlleuses, où les femmes nombreuses à bord peuvent être amenées à jouer les premiers rôles. Normalement, il arrive à 11h. Ouais, il est prévu d'arriver. Et comme ce navire n'est pas qu'un simple porte-hélicoptère amphibie, ses constructeurs ont prévu cet hôpital pouvant accueillir jusqu'à 70 patients. Dans l'une des pièces réservées à cet effet, tout est prêt, y compris le bloc opératoire. Comme à chacune de ses escales à l'étranger, le Dixmude reçoit la visite de l'ambassadeur de France. L'occasion de rappeler que la présence de la marine nationale dans un port israélien sert aussi à la coopération militaire. C'est une coopération entre pays alliés, entre pays amis, et dont les appareils de défense ont évidemment tout intérêt à se connaître. Et donc ces exercices qui sont entrepris par les 2 marines sont précisément offrent la possibilité de coopérer, de travailler ensemble, et puis en effet de connaître les techniques des unes et des autres. Après 5 mois de traversée, le Dixmude s'apprête à regagner son port d'attache à Toulon, dans le sud de la France. Sa nouvelle mission n'a pas encore été déterminée, mais il pourrait être de nouveau déployé ici, dans la région. Voilà, dans un instant, nouveau point complet sur l'actualité. Ce sera avec Elsa Mimouna, encore le dossier du nucléaire iranien, évidemment, à la une. Vous le retrouvez également sur notre site internet, i24news.tv. Couverture complète depuis ce matin, d'ailleurs, et l'annonce de l'accord à Vienne sur donc i24news.tv. Bonne soirée.